Mosaïque. Mosaïque. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de là où vous nous captez. C'est le moment de suivre l'émission qui est centrée aujourd'hui sur la transparence budgétaire qu'a du Burundi. La vie économique de chaque pays, le Burundi y compris, résulte d'un budget programme annuel voté par le Parlement et promulgué par le chef de l'État, celui du Burundi, exercice 2025-2026, dont certains économistes qualifient de budgétivore, est déjà en cours d'exécution depuis le début du mois de juillet de l'année en cours. La transparence budgétaire est le fait de rendre publiques toutes les informations pertinentes relatives aux finances publiques, les recettes, les dépenses, déficit, dette publique et budgétaire, cela de manière claire, complète et accessible et en temps opportun. Cela étant, le budget en cours d'exécution s'élève à plus de 5 200 milliards par rapport à celui de l'année précédente, qui était de plus de 4 300 milliards de francs burundais. Selon la direction nationale de Parsem, le taux d'inflation aujourd'hui est porté à 40%. Le manque est criant des devises avec pour grande conséquence la diminution des importations en besoin, la dette publique égalée à 52% du PIB, la production qui diminue, la pénurie du carburant, l'insuffisance et les coupures intempestives de l'électricité, la rareté des produits de première nécessité, comme le sucre, les boissons, pour ne citer que ceux-là. Quel est l'état des lieux de la transparence budgétaire au Burundi? Chères auditrices, auditeurs, cette question et autres seront abordées au cours de cette émission. L'émission d'aujourd'hui voit la participation de Désiré Ndayishimiye, coordinateur des projets et du programme à la Parsem. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, je profite de cette occasion pour saluer aussi tous nos auditeurs et tous les Burundais de façon générale. Nous sommes aussi avec Anatole Irankunda, ex-magistrat à la Cour des comptes. Bonjour et bienvenue à vous aussi dans cette émission. Bonjour et merci de nous avoir invités. Nous sommes également avec Jean-Claude Nzigama-Sabo, avocat et consultant en matière de la bonne gouvernance fiscale. Bonjour à vous aussi d'être venu dans Mosaïque. Bonjour et merci à vous de m'avoir invité. Rebonjour et bienvenue. Ouvrons cette émission par cette première question et faisons le tour de table. À ma droite, je vois Désiré Ndayishimiye, coordinateur des projets et du programme à la Parsem. On ouvre cette émission par cette première question. Comment interprétez-vous la transparence budgétaire au Burundi? En fait, la transparence budgétaire est de principe, étant donné que les finances publiques, la loi des finances publiques reflète l'argent du contribuable, c'est-à-dire il est de principe de lui montrer comment on a utilisé l'argent dans son intérêt. Alors, au Burundi, la transparence budgétaire est biaisée quelque part. Peut-être on va développer ce point au fur et à mesure de l'émission. Parce que il y a même une organisation internationale qui se donne la peine d'évaluer le niveau de la transparence dans plusieurs pays, dont le Burundi. Depuis 2017, le Burundi collabore avec cette organisation. Il a déjà publié, je crois, 4 rapports qui épinglent le Burundi au niveau de la transparence budgétaire, parce que pour la transparence budgétaire, l'organisation compte avoir un score de 61% et reflète une transparence bien établie. Et alors que le Burundi a eu, je crois, une note de 7% en 2017, une note de 6% en 2019, une note de 9% en 2021 et une note de 14%
en 2023. Oui, et nous sommes autour de cette table ronde avec un ex-magistrat à la Cour des comptes. Il s'agit d'Anatole Iradoukunda, pas Irankunda, comme je venais de le dire. Vous aussi, vous êtes magistrat et vous avez suivi de près les cours de compte. Qu'est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui par la transparence budgétaire? Par la transparence budgétaire, il faut comprendre d'abord que le budget de l'État est tenu en compte des politiques publiques et le financement. Alors, il faut d'abord que ces politiques qui sont financées par le budget soient éclairées par plusieurs intervenants. Monsieur Désiré vient de dire les documents qui doivent être portés à la connaissance du public pour qu'il y ait d'abord la participation citoyenne, c'est-à-dire la participation publique, qu'il y ait aussi le contrôle budgétaire. Comme la Cour des comptes intervient d'abord en amont et en aval, la Cour des comptes fait un contrôle en amont, c'est-à-dire analyse et commentaires sur le budget, et après il fait un contrôle après par ce qu'on appelle le projet de loi de règlement et de compte rendu budgétaire, ou bien en d'autres termes audit de l'utilisation du fonds public au cours de l'année. Il y a une étude sur la transparence budgétaire qui a été faite par la CUDES, c'est-à-dire le Centre universitaire de recherche pour le développement économique et social, ici au Burundi, dans son enquête du 14 juin 2024. Il a essayé de montrer le niveau du Burundi, comme il vient de le dire, la note de 14% sur la transparence, sur la participation publique, une note de 0%. Sur le contrôle budgétaire, une note de 26%. Peut-être qu'on va y arriver à un deuxième temps pour parler de l'état des lieux de la transparence budgétaire. Ouais. Et là, vous avez été à la Cour de compte. Vous pouvez rappeler comment est-ce que la Cour de compte contrôle cette transparence? La Cour de compte fait d'abord le contrôle du budget, généralement. Il y a l'audit qui est fait. Il y a l'audit. Il y a analyse et commentaire d'abord d'un projet de loi. On essaie de voir si les prévisions sont réalistes, la qualité des prévisions. On essaie de vérifier si il y a l'équilibre du budget, c'est-à-dire les recettes. Les recettes et les dépenses sont équilibrées. Aussi, on essaie d'analyser ce qu'on appelle les mesures nouvelles fiscales pour voir si ces mesures vont augmenter ou bien diminuer les recettes. Dans ce cas, la Cour des comptes éclaire le Parlement par ces analyses, et le Parlement reçoit les commentaires avant de voter la loi de finances. Et après, vous savez que la Cour des comptes, au cours de l'année, la Cour des comptes effectue des audits pour vérifier si réellement les prévisions budgétaires sont en train d'être exécutées ou bien sont bien exécutées pour les exercices écoulés. Dans ces missions, a une mission d'informer d'abord le Parlement, a aussi une mission de contrôler. Mais c'est vrai, même si nous avons un problème jusqu'à maintenant, la mission juridictionnelle pour la Cour des comptes n'est pas opérationnel. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais ça manque un texte d'application. Mais vous savez que la Constitution du Burundi, à partir de 2018, a restauré la mission juridictionnelle, mais qui n'est pas opérationnelle. Alors, la Cour des comptes exerce ses missions pour éclairer d'abord l'opinion, parce que les rapports de la Cour des comptes sont publiés sur le site de la Cour des comptes. Je dirais que la Cour des comptes participe dans la transparence budgétaire à partir de ces publications des rapports. Et en attendant que la mission juridictionnelle soit opérationnelle, pour que aussi la Cour des comptes peut avoir une force contraignante
au mauvais gestionnaire des fonds publics. Oui. Merci beaucoup. Peut-être que plus tard, Désiré Ndaïchimié, coordinateur des projets et des programmes à la PARSEM, va nous dire qu'il n'y a pas de transparence entre ce qui fait, ce qu'a fait la Cour de compte en rendant rapport à l'Assemblée nationale. Nous sommes aussi avec Jean-Claude Nziga-Massavo, consultant en matière de la gouvernance fiscale. Quand on parle de la transparence budgétaire, qu'est-ce que le peuple burundais peut entendre? Merci pour la question. Je vais essayer de répondre en lien à la transparence et le fonctionnement de la démocratie. Vous savez, quand les citoyens élisent les gouvernants, c'est-à-dire que les citoyens disent « Ok, sur base de vos programmes, vous nous avez séduits, et alors on vous donne le mandat d'aller nous gouverner, de gérer les domaines de la vie publique que nous ne sommes pas à mesure de gérer par nous-mêmes. Donc, gérer la diplomatie, gérer l'économie, construisez des routes, donnez-nous de la lumière, construisez les hôpitaux. Mais pour le faire, les citoyens doivent donner les moyens. C'est pourquoi ils payent les taxes. Alors, en contrepartie, les gouvernants qui ont été mandatés ont une obligation de rendre transparent la loi budgétaire à travers tout le processus. D'abord, au niveau de la phase de préparation de la loi budgétaire, les citoyens, à travers différents, ils ne peuvent pas être consultés tous, mais à travers certains acteurs clés, les contribuables, les associations des contribuables, la CFCCIB, l'association des consommateurs, ils doivent être informés de ce qui se fait au niveau de la préparation de la loi budgétaire. C'est ça la transparence. Et même le projet de la loi budgétaire devrait être publié. Ça, c'est au niveau de la publication. Alors, au niveau du vote, de l'adoption et puis de la promulgation, il y a le Parlement. Les débats parlementaires devraient être transparents. Et puis, le Parlement devrait recueillir les avis et considérations près des citoyens ou des organisations représentatives des citoyens. Et puis, au niveau de l'exécution, le gouvernement doit rendre compte, parce que le gouvernement ne gère pas son affaire, il gère pour le peuple, pour les citoyens. Et l'administration fiscale, avec la mission de collecter les recettes, doit aussi communiquer. On nous a donné la mission de collecter autant, eh bien, nous avons été à mesure de le faire. Et si on n'a pas été à mesure de le faire, communiquer et dire, eh bien, les problèmes, c'est ceci, c'est ceci. Donc, il faut vraiment la transparence au niveau de la préparation et de l'exécution du budget. Voilà. Merci beaucoup. Nous passons à la deuxième étape quel est l'état des lieux de la transparence budgétaire au Burundi. On tourne le micro vers Parsem. Merci. Oui. En fait, la transparence se parle déjà au niveau de la préparation du budget, parce que là, on devrait y impliquer certains acteurs clés de la société, voire la société civile, le secteur privé et d'autres. Alors, au Burundi, cette pratique ne se fait pas. Et aussi, la transparence se montre à partir de par la publication de certains documents budgétaires clés qui doivent être publiés sur le site, par exemple, du ministère en charge des Finances. Disons, pour l'année budgétaire écoulée, donc l'année 2024-2025, les documents qui ont été publiés, le rapport préalable au budget n'a pas été publié. Le budget de l'exécutif n'a pas été publié. Seul le budget adopté a été publié. Le budget des citoyens n'a pas été publié sur le site. Le gouvernement dit l'avoir divulgué par des ateliers de vulgarisation, je crois. Le rapport en cours d'année, c'est-à-dire des rapports qui montrent l'utilisation des finances trimestriellement, n'ont pas été publiés. Il y a aussi, on attend peut-être que
en décembre 2026, décembre de cette année en cours, 2025, on s'attend à la révision budgétaire. Je parle de l'année budgétaire écoulée. On s'attend à la publication des rapports de fin d'année et au mois de juillet, je crois, plutôt au mois de juillet 2026, on s'attend à la publication des rapports de fin d'année. Et la même année, c'est-à-dire décembre en 2026, on s'attend à la publication du rapport d'audit qui sera peut-être publié par, je crois, dans la pratique par la Cour des comptes. Oui. Et pour l'année budgétaire en cours, c'est-à-dire l'année 2025-2026, les rapports préalables n'ont pas été publiés. Et le budget de l'exécutif n'a pas été publié, mais le budget adopté a été publié. Et on s'attend d'ici quelques jours, c'est-à-dire au mois de septembre, on s'attend à la publication du budget des citoyens. De façon générale, alors, la transparence budgétaire au Burundi n'est pas bien assurée. Oui. La transparence n'est pas bien assurée. Nous sommes avec Anatole Iradou Kounda, ex-magistrat à la Cour des comptes. Êtes-vous d'accord avec Désiré de Parsem? Oui, comme Désiré vient de le dire, il vient d'annoncer les documents très essentiels pour assurer. Il vient de dire les documents nécessaires pour assurer qu'il y a une transparence budgétaire. Mais je peux dire également qu'il y a une amélioration. Parce que j'essaie de comparer la note qui a été obtenue par le Burundi à travers les différentes évaluations de 2017, 2019, 2021, 2023. Chaque 2 ans, il y a l'évaluation qui est faite par une organisation internationale. Et le Burundi, en 2017, par exemple, le Burundi a une note de 7%. C'était en 2017. C'est une note qui était très faible au début. Mais en 2019, il y a une régression parce que nous avons eu une note de 6%. C'était en 2019. Et en 2021, il y a eu une évolution parce que nous avons eu 9%. Et en 2023, c'est-à-dire de 2021 à 2023, il y a eu une avancée de 5 points. C'est-à-dire que nous avons eu 14%. C'est la meilleure performance jusqu'à ce jour. On attend l'évaluation de cette année 2025 pour voir s'il y a eu amélioration ou pas. Mais vous sentez que c'est une note très basse. C'est une note très basse. Et même s'il y a eu progrès réel de 2021 à 2023, c'est-à-dire 5 points, on est encore plus loin de la moyenne mondiale qui se varie à 45%. Qui se varie à 45%. Et d'ici de 60% recommandés pour permettre une participation citoyenne éclairée. Cela signifie que, en général, la population burundaise n'est pas informée de ce qui est en rapport avec le budget qui était en train d'être exécuté. Alors, l'importance d'être informé sur le budget, c'est que la population est informée sur ce qui est en train d'être fait par le gouvernement en exécutant les politiques à travers le budget. Et cela peut entraîner d'autres situations, puisque si on n'est pas informé de ce qui est en train d'être fait, c'est que tu peux même connaître de ce que tu peux réclamer. Parce que les priorités budgétaires sont mises en œuvre à travers le budget. Merci beaucoup. Les conséquences sont fâcheuses à l'endroit de la population burundaise qui doit attendre cette transparence, mais qui n'est pas une. Nzigama Sabo, Jean-Claude, consultant en matière de la bonne gouvernance fiscale, vous venez d'entendre les chiffres. Le Burundi a une note très basse, une note d'un enfant qui est obtenue par un enfant qui n'avance pas de classe. Quel est votre commentaire?
Bon, 14% en 2023, 9% en 2021, 6% en 2019, 7% en 2017. On n'avance pas, on recule. Je crois que c'est clair. On n'est pas vraiment un bon élève en matière de transparence budgétaire. Et donc, je crois qu'il faudrait voir les rapports et le gouvernement devrait s'appuyer sur ces rapports pour améliorer les points où la note a été très basse. Oui, c'est ça mon commentaire. Donc, la note est très basse. Je rappelle à ceux qui viennent de nous capter en cours de route que nous débattons aujourd'hui sur la transparence budgétaire au Burundi. Nous avons comme invité, comme vous l'avez entendu, Désiré Ndayishimiye, coordinateur des projets et du programme à la PARSEM, Anatole Iradukunda, ex-magistrat à la Cour des comptes, Jean-Claude Nziga Massabo, consultant en matière de bonne gouvernance et fiscale. Le Burundi s'était fixé en 2024-2025 le budget de programme qui est l'exercice 2024-2025. Et quel a été le bilan par ça? À PARSEM, nous considérons que le budget programme, d'abord, c'est une bonne réforme budgétaire qui pourrait améliorer les finances publiques sur différents aspects. Mais il y a des années, je crois, cette réforme n'est pas encore bien formalisée parce que c'est une réforme qui se heurte à plusieurs défis, dont le principal est que cette réforme s'inscrit dans le cadre des économies internationales et dans le cadre même aussi de la communauté de l'Afrique de l'Est. Mais les acteurs clés de la gestion des finances publiques n'ont pas été ni préparés ni formés pour l'usage. Et il y a peut-être certaines formes de résistance ou certains usagers qui ne veulent pas que la réforme soit parce que pour leurs propres intérêts, en défaveur de l'intérêt supérieur de la nation. Il faut alors que le gouvernement se donne cette peine de faire en sorte que les gens les acteurs clés soient préparés et formés et concrétiser cette politique comme c'est une réforme qui s'impose pour améliorer les finances publiques. Aujourd'hui, on s'attend à la décentralisation financière qui va accompagner cette nouvelle coupure administrative qui nous donne les 5 provinces et les 42 communes. Il faut que le budget programme soit formalisé pour que ce soit un bon outil de gestion des finances auprès du peuple dans les provinces et les communes. Oui, Anatole Iradukunda, on a adopté l'année budgétaire dernière le système de budget programme, mais par après, même le Premier ministre a dit que cette politique n'a pas réussi. Vous, en tant que magistrat de la Cour des comptes, qu'est-ce qui a manqué? Merci beaucoup pour cette question. Oui. Et c'est une réforme très nécessaire, très importante pour le pays, mais qui demande, je dirais, 3 actions. Premièrement, c'est une politique qui doit être accompagnée par l'expérience d'autres pays qui ont déjà réussi de la mise en œuvre de la politique d'élaborer le budget programme. Pourquoi? Parce qu'il devait y avoir des mesures d'accompagnement. D'abord, la déconcentration de l'ordonnancement. C'est vrai qu'on a déjà mis en place un décret qui parle de la déconcentration de l'ordonnancement, puisque si le ministre des Finances reste ordonnateur principal, il fallait aussi que les ministres sectoriels aient cette mission d'ordonnateur. Pour le moment, on est en train d'opérer des changements surtout. Auparavant, on parlait de directeur général, et pour le moment, on va parler de chef de programme, et puis chef d'action, et puis chef d'activité. Cela transmet vraiment une transparence au moment de l'exécution d'activité. D'abord du programme, puis d'action, qui se transmet en action, en activité. Mais
vous entendez jusqu'à maintenant qu'on est dans l'ancien système de directeur général, de directeur, de chef de service après. Mais si ces opérations, vraiment, il fallait faire des préalables pour que ce décret soit mis en place avant d'entamer le budget programme. Il fallait faire des préalables auparavant. C'est vrai qu'on a commencé de dire que nous sommes en budget programme, mais en réalité, il n'y en avait pas. Parce que le budget programme exige qu'il y ait des chefs de programme, et puis des chefs d'action, et puis des chefs d'activité. Et jusqu'à maintenant, on appliquait l'application dans l'ancien système. Mais au cours de cette année, j'ai entendu qu'il y aurait des préparations pour qu'il y ait cette réforme, d'abord administrative, de donner ce pouvoir d'ordonnateur à tous les ministres et à chaque niveau. Mais aussi, nous avons besoin d'être formés sur la mise en œuvre de cette politique. Nous avons entamé la politique alors que nous n'avons pas préparé les esprits des personnes. Il fallait alors réformer le système burundais parce qu'on est des fonctionnaires, c'est vrai, mais on doit voir si ces fonctionnaires sont formés pour la mise en œuvre de cette politique. Oui, c'est-à-dire que l'on se cherche toujours. Il y a des conséquences négatives lorsqu'il n'y a pas le bilan, il n'y a pas de transparence budgétaire. Nziga Massabo Jean-Claude, consultant en matière de la bonne gouvernance fiscale. L'année passée, on met en place toute une politique, le budget programme, et par après on entend que ce budget programme a accouché d'une souris. Quel est votre commentaire? Alors, ce que je dois dire, c'est que c'était quelque chose de bien, avec beaucoup de bénéfices au niveau de la théorie, parce que là où ça a été appliqué, ça a produit vraiment des effets positifs. Alors, comme mes collègues l'ont déjà dit, je crois qu'on est peut-être allé à la va-vite, sans avoir préparé le terrain pour adopter, former, informer, pour que les usagers de ce nouveau système de budget programme l'exécutent comme il se doit. Donc, comme on est déjà dans le bateau, je crois que on devrait corriger là où ça n'a pas marché, pour que quand même on n'abandonne pas ce système qui a fait des effets, qui a produit des effets bénéfiques dans d'autres pays où ça a réussi. Tout à l'heure, celui de Désiré de Parsem, il a évoqué ce découpage administratif qui vient aussi perturber tous ces programmes, budgets et tout consort. Et oui, malheureusement, on y est déjà, et donc c'est un défi qui s'ajoute à notre défi, parce que déjà le découpage administratif, avec des services qui bougent, avec un nouveau système qui commence, ça risque de compliquer davantage le système de budget programme. Donc c'est un défi, attendons et voyons, mais c'est vraiment un défi. Si on est informé que c'est un défi à l'avance, c'est certainement qu'on va mettre le paquet pour que les choses aillent bien. Peut-être qu'on va lancer des appels et des conseils pour que les choses puissent aller mieux. Désiré Ndaïchimiye, coordinateur des projets et du programme à la PARCEM. Quelles sont les conséquences sur l'économie d'un pays où il n'y a pas de transparence budgétaire? La transparence budgétaire n'y est pas. Les gens mal intentionnés peuvent se cacher derrière ce manque de transparence pour développer certains comportements comme le détournement des fonds publics, la corruption. Aussi, quand le peuple n'est pas bien informé de l'usage de sa contribution, vous soupçonnez déjà que n'est pas publié, n'est pas montré au peuple ce qu'il devrait avoir comme information, reflète déjà qu'il y a des soupçons. Pourquoi ne pas montrer au peuple comment on a utilisé son argent alors qu'on a bien fait? C'est-à-dire quoi, si vous ne voulez pas vous informer, c'est que vous cachez déjà quelque chose. Alors les conséquences doivent être néfastes
mais ça inhibe le développement, oui, d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, la pénurie du carburant est un lourd fardeau pour le gouvernement, pour les Burundais même. Oui, alors qu'il y a le budget qui est fixé pour l'approvisionnement en carburant, en tous ces produits de première nécessité. Oui, il y a un budget pour ça, mais je pense que la question du carburant est intimement liée au manque de devises. Parce que c'est un produit importé. C'est un produit importé, on a besoin de devises pour l'importer parce que le carburant est disponible dans le monde. Vous voyez, même les pays limitrophes en en bonne quantité. Parce que le Burundi s'approvisionne à partir des pays limitrophes, c'est-à-dire que dans le monde, il y a du carburant. Si le Burundi n'accède pas, ne parvient pas à importer ce carburant, alors qu'il n'est pas limogé de la liste des pays qui peuvent l'acheter, c'est-à-dire que quelque part, il n'y a pas d'argent pour l'importer. Alors, c'est un lourd fardeau qui, vous savez, la mobilité des gens et des biens, si la circulation est gênée, c'est-à-dire il y a le commerce qui est gêné, la production qui est en subie, donc c'est toute l'économie qui se trouve en faille. Oui, Anatole Radukunda, la population n'a pas accès à la transparence budgétaire. La population, aujourd'hui, ne trouve pas même ces produits d'exportation qu'elle devrait bénéficier. C'est fâcheuse. La transparence budgétaire intervient vraiment dans plusieurs aspects. D'abord, s'il n'y a pas de transparence budgétaire, c'est que le budget peut être capturé par des élites ou des intérêts, des groupes, sans que la masse populaire soit bénéficiée du budget. Encore plus, ça peut être des détournements de ressources publiques vers des projets non prioritaires. On peut prioriser des projets qui bénéficient à un poignet de gens. Si il y a faible satisfaction des besoins sociaux, notamment des groupes vulnérables, et si je le dis ainsi, pour le moment, si le carburant manque, c'est qu'il y a certaines personnes qui bénéficient de ce problème. Vous voyez qu'il y a même des gens, pour le moment, qui font du commerce du carburant d'une façon illicite. Mais cela veut dire qu'il y a un groupe de gens qui bénéficient vraiment. Et une autre conséquence est qu'il y a généralement des engagements civiques. Des engagements civiques et méfiance envers les institutions publiques. Si ça continue, c'est-à-dire que ça peut causer des problèmes parce que plus la masse populaire perd de confiance aux institutions, ça peut causer des problèmes. Alors, il faut renforcer alors la transparence budgétaire pour que tout le monde se sente bien à l'aise dans son pays. Vous voyez que jusqu'à maintenant, si vous observez, il y a la plupart des jeunes qui quittent ce pays. C'est visible. Si on passe devant le PAF, il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui quittent ce pays par manque d'espoir. Et pour combler et pour trouver solution au déficit budgétaire, on a constaté que dans le budget en cours d'exécution, le gouvernement a gonflé la fiscalité, l'assiette fiscale. Et là, quel est votre commentaire? Bon, oui, puisque... Pas de transparence budgétaire et on gonfle l'assiette fiscale. Bon, il y a un problème justement, puisque auparavant, vous voyez qu'il y avait le financement extérieur. Mais au cours de ces dernières années, vous avez vu qu'il y a eu des engagements de nos partenaires. Le gouvernement doit chercher là où il doit trouver les fonds pour financer ses activités. Mais puisse trop d'impôts tue l'impôt. Alors, c'est visible que ça va réduire à la population, ça peut causer des problèmes justement d'investissement. Puisque si ce sont les ménages qui contribuent pour les impôts et taxes, et puisque si les ménages deviennent de plus en plus pauvres, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas à mesure de supporter les charges publiques. Merci beaucoup, Jean-Claude Nziga Massabo.
vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, ce sont les hauts dignitaires de ce pays aujourd'hui qui se sont lancés dans le commerce, que ce sont eux les opérateurs économiques. Les organisations de la société civile aiment dénoncer ça, que c'est ça l'origine de cette décision de gonfler l'assiette fiscale et que ça a des conséquences sur la population, le petit peuple. Bon, moi, comment j'analyse cette situation? Vous voyez, si on consulte la loi budgétaire, on y voit des dispositions dont l'objet est d'augmenter les recettes fiscales. Les taux d'imposition augmentent, on amène encore d'autres types d'impôts et taxes. Et tout cela, malheureusement, ça tombe sur les mêmes personnes. Toujours. Oui. Et les autorités jouissent des exonérations. Oui, on constate que dans le cadre légal, il y a des exonérations pour les véhicules et pour ceci. Si on pouvait abandonner ces exonérations, certainement on diminuerait les dépenses de l'État. Oui. Mais ce que je voulais dire, c'est que il y a d'autres façons d'agrandir l'assiette fiscale sans que ce soit les mêmes personnes qui sont imposées. Parce que ce que l'on constate, c'est que on augmente les taxes et ça touche les mêmes personnes. Et ce sont les mêmes sociétés, ce sont les mêmes personnes. Si je donne l'exemple que j'ai donné au niveau, par exemple, une contribution qui est demandée à travers l'article 66. C'est une contribution supplémentaire à l'impôt sur les rémunérations professionnelles que l'on est censé déjà payer. Et cette contribution est demandée aux mandataires politiques, à des personnalités qui ont été nommées par décret, et à des fonctionnaires qui travaillent dans des projets de développement financés par des fonds extérieurs. Mais c'est une violation du principe de l'égalité devant les charges fiscales. Parce que ces mêmes personnes payent déjà l'impôt sur les rémunérations professionnelles. Et encore, on vient encore une fois leur demander de payer sur quoi? Sur l'argent empoché, l'honnête à payer. Ce qui est contraire au principe universel de taxation. C'est-à-dire, vous voyez qu'on cherche l'argent auprès des personnes qui ont déjà payé. On voit qu'il n'y a pas une approche participative, parce que si il y avait eu cette approche participative pour demander aux citoyens, pour recueillir des avis et observations, il y a un certain nombre de choses que l'on remarque dans la loi budgétaire, que l'on déplore et qui n'auraient pas été mis dans la loi budgétaire. C'est-à-dire aujourd'hui, on continue à traire la vache jusqu'à la moelle épinière. Bon, on peut le dire ainsi, parce qu'on voit que ce sont les mêmes personnes qui payent. Prenons un autre exemple. Pour les sociétés commerciales, vous savez, après avoir payé l'impôt sur les revenus, les sociétés ont la possibilité de distribuer ce que l'on appelle les dividendes. C'est libre. Lorsqu'on distribue, l'État vient, il faut payer ce qu'on appelle l'impôt mobilier. Alors, on vient, on dit, alors, il faut distribuer, il ne faut pas reporter 2 fois. Si vous ne reportez pas, on suppose que vous avez distribué et donc payé l'impôt. Mais comment on peut taxer sans qu'il y ait eu un fait générateur? C'est une violation d'un autre principe. Donc, il y a un certain nombre de principes de bonne gouvernance en matière fiscale qui ne sont pas vraiment respectés. Il y a un autre phénomène qui concerne la stabilité du cadre légal. Parce que vous savez, on a un certain nombre de lois fiscales qui sont classiques. C'est l'impôt sur le revenu, c'est la loi sur la TVA, c'est la loi sur les procédures fiscales. Mais chaque année, ces dernières années, on l'a observé, on met
dans la loi budgétaire un certain nombre de dispositions qui vont remplacer les dispositions qui se trouvent dans ces autres lois, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la TVA et les procédures fiscales. C'est-à-dire que quelqu'un, un usager qui va consulter la loi impôt sur le revenu, il ne va pas savoir que c'est finalement une coquille, parce qu'un certain nombre de dispositions qui sont dans cette loi ont été bougées vers la loi budgétaire, et malheureusement qui est d'une application annuelle. Alors, c'est-à-dire que la conséquence de cela, c'est qu'on se trouve en face d'une dispersion normative et un morcellement législatif. On ne voit pas comment se référer. Ça constitue une insécurité juridique. Parce que les lois changent tout le temps, ça perturbe le cadre légal et avec un effet sur les investisseurs. Parce que lorsque les investisseurs veulent venir dans un pays, ils regardent le cadre légal et s'ils sont attirés, ils vont venir. Même si ça les attire, lorsqu'ils constatent que ça va être modifié par la loi budgétaire d'année en année, ils ne vont pas venir parce qu'ils veulent sécuriser leurs capitaux dans un système juridique bien stable. Donc vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui doivent être améliorées. Et s'il y avait eu cette approche participative, je crois que ça aurait été corrigé par des acteurs clés, les experts en la matière. Et donc, il faut recommander de faire une approche participative lors de l'élaboration des lois fiscales. Oui, vous allez y arriver dans nos dernières minutes qu'on appelle contributions. Là, c'est un avocat et consultant en matière de la bonne gouvernance fiscale de qui parler. Nous sommes dans les dernières minutes de l'émission centrée sur la transparence budgétaire. Place aux appels et contributions pour aboutir sur la bonne gouvernance budgétaire. Parsem a haussé le ton. Parsem ne cesse de lancer des appels. Qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui pour remplir les conditions requises afin de rendre transparent le budget de l'État? Merci de la question. D'abord, le Burundi a besoin d'améliorer la note au niveau de la transparence budgétaire parce que je pense que les partenaires du Burundi considèrent ce genre de rapport. Et puis, le Burundi a besoin alors de réunir tous les dispositifs nécessaires pour améliorer la transparence budgétaire. Et nous recommandons vraiment que les usagers, plutôt le gouvernement, développent la tendance de publier tout ce qui doit être publié, conformément aux règles de l'IBP. Parce que s'il n'y a pas quelque chose à cacher, pourquoi ne pas les publier? Ce sont des documents qui doivent être publics. Aussi, il y a des politiques qui sont latentes dans ce pays, qui peuvent contribuer à l'amélioration de la transparence budgétaire. Disons par exemple, il faut formaliser concrètement son mode de gestion des finances publiques, donc un mode de budget programme. Il faut finaliser cette politique de digitalisation des services publics. Et surtout, il faut, comme je l'avais déjà mentionné, il faut préparer les esprits, il faut aussi former les acteurs clés. Merci beaucoup. Nous sommes également avec Anatole Iradokunda. C'est la même question. Qu'est-ce qui doit être fait pour remplir pleinement les conditions requises afin de rendre transparent le budget de l'État? Merci beaucoup. Il faut impliquer la population. D'abord, par l'institutionnalisation des consultations publiques à chaque étape du cycle budgétaire. Il faut d'abord que la population soit informée de ce qui est prévu, de ce qui doit être fait dans les jours à venir en exécutant le budget. C'est ma première contribution. Créer des budgets citoyens clairs et accessibles en Kirundi et en français pour que tout le monde puisse comprendre ce qui est mentionné dans le budget. Parce que les budgets citoyens, généralement, ne sont pas publiés pour que
tout le monde soit informé pour trouver d'une façon accessible ces documents. Il faut aussi renforcer le rôle de la société civile, des médias et des institutions universitaires comme le CRIDES qui interviennent généralement pour orienter l'exécution du budget. Aussi, il faut former les citoyens et les élus locaux sur les mécanismes budgétaires participatifs. Alors, bref, il faut que la population soit informée de ce qui est prévu par le budget et généralement pour la Cour des comptes qui fait des audits, de publier des rapports d'audit pour que la population soit au courant de l'exécution du budget, de ce qui a été fait par le gouvernement. Et aussi, il faut que les parlementaires, oui, pour le moment, j'ai entendu le chef de l'État disant qu'on va créer des bureaux au niveau provincial. Il faut que ces parlementaires informent la population qui représente de ce qui est en train d'être fait, de ce qui est prévu par le budget et surtout les politiques qui intéressent la population burundaise. Oui, le consultant, il n'y a pas cette transparence pour que la population soit au courant de la gestion de deniers publics. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui doit être fait? Effectivement, il faut que tout au long du processus d'élaboration de la loi budgétaire, il y ait le respect du principe de la participation et que ceux qui font la loi budgétaire tiennent en compte les besoins des citoyens, les besoins réels des citoyens. Et puis, il faut aussi respecter un certain nombre de principes de bonne gouvernance. La transparence, c'est aussi la bonne gouvernance, mais d'autres principes. Et donc, j'ai évoqué le problème de l'instabilité des lois. Il ne faut pas que chaque fois, chaque année, la loi budgétaire mette des dispositions qui modifient les dispositions qui se trouvent dans d'autres lois fiscales. C'est mauvais. Il faut stabiliser le cadre légal. La deuxième chose, comme on a observé qu'il y a une dispersion normative et un morcellement législatif qui est dû en grande partie à cette pratique, il faut que, d'abord, le gouvernement arrête de le faire et qu'il y ait un recueil de toutes les lois pour que les usagers n'aient pas à consulter séparément la loi budgétaire, les autres lois sur les impôts et les taxes, pour qu'il y ait une facilité pour se référer et s'orienter au niveau de la législation. La troisième chose, il faut que dans le budget, toutes les dispositions en rapport avec les taxes soient des dispositions qui sont conformes à la Constitution et qui sont conformes à la législation qui est hiérarchiquement supérieure, parce qu'on a vu parfois où une disposition de la loi budgétaire va à l'encontre d'une disposition de la loi communautaire en matière de douane, en mettant à la charge d'un contrevenant une charge, une pénalité, une amende de 50 millions, mais qui n'est pas prévue dans la loi supérieure, à savoir ce que l'on appelle l'East African Customs Management Act. C'est une loi qui régit les douanes et donc qui est supérieure à la loi budgétaire. La participation, je l'ai déjà dit, et il faut aussi que dans la loi, on respecte le principe du contradictoire en matière fiscale, parce que dans la loi budgétaire, on a mis une disposition qui est à l'encontre de ce principe du contradictoire en matière fiscale, parce qu'il ne suffit pas que l'administration fiscale mette à charge un contribuable des impôts à payer, il faut donner l'occasion aux contribuables de se justifier. Eh bien, la taxe que vous mettez à ma charge, ce n'est pas une taxe légalement due, et qu'il y ait un échange contradictoire, et qu'on donne même l'occasion aux contribuables de donner ses moyens de défense. Mais on a vu qu'à travers l'article
l'article 92 de la loi budgétaire, on a instauré une procédure exceptionnelle en cas de fraude fiscale où on dit que l'agent autorisé de l'administration fiscale établit un PV de constat en 24 heures qu'il signe lui-même et puis que dans 5 jours, le dossier doit être clôturé et que le contribuable doit payer et que même s'il fait un recours, il doit payer. Et on voit que c'est une loi qui viole les droits du contribuable. Et puis, nous savons que tous les agents autorisés de l'OBR ne sont pas des saints. Il peut y avoir des gens qui sont mal intentionnés. Que perdrait l'OBR à attendre pour que la procédure aille doucement pour éviter les erreurs? Sinon, il risque d'y avoir une certaine méfiance des contribuables lorsque on met en place des lois qui violent un certain nombre de droits des contribuables. Voilà, c'est ce que je peux recommander. On est sans doute qu'avant la fin de l'année en cours, le budget en cours d'exécution sera révisé. Qu'est-ce qui devrait être modifié selon vous pour l'intérêt général de la population? Pour que cette population aujourd'hui en souffrance puisse pousser en soupir? Je crois qu'on devrait justement tenir en compte des besoins de la population et élargir l'assiette fiscale auprès de ceux qui ne payent pas. Et puis également les hauts dignitaires. Réduire les dépenses en tenant compte des principes de l'efficacité et de l'efficience. Vous savez, on peut atteindre un objectif, mais avec peu de moyens. Lorsque, au niveau de la sécurité, il a 5 véhicules pour la sécurité, est-ce qu'avec 2 véhicules, le même objectif ne peut pas être atteint? Lorsque on ouvre les fenêtres pour être aéré, mais on a le même objectif, on a tellement d'objectifs, on est aéré que quand on est un climatiseur. Donc il faut que l'État ne cherche pas toujours à imposer les mêmes personnes. Il faut qu'il se fasse violence au niveau des dépenses. Comme les taxes sont augmentées, bon, il faut aussi réduire les dépenses. Et enfin, il faut vraiment investir dans la digitalisation parce que la digitalisation présente un potentiel énorme de croissance et des recettes fiscales du moment que l'on aura maîtrisé les données sur les transactions financières, les transactions commerciales. Parce que ça leur échappe maintenant. C'est pourquoi on impose les mêmes personnes. Il y a d'autres personnes qui sont dans notre paradis fiscal parce qu'ils ne sont pas imposés. Donc, il faut vraiment agrandir pour que tout le monde paye et qu'on ait plus de recettes sans nécessairement imposer les mêmes personnes. Les mêmes personnes qui sont maîtrisées, ce que l'on a dans le fichier, on cherche toujours à les imposer davantage. Donc, il faut que les gens payent toutes, les personnes payent toutes les mêmes taxes et que l'assiette fiscale soit agrandie. Merci beaucoup, Anatole Iradukunda, ex-magistrat à la Cour des comptes. Avant la fin de cette année, il y aura révision budgétaire. Qu'est-ce qui devrait être fait pour qu'il y ait un allègement à l'endroit de cette population aujourd'hui qui dit être en détresse? Merci beaucoup pour cette question. C'est une question vraiment pertinente, puisque nous voyons tous qu'il y a un problème vraiment. Nous voyons tous qu'il y a un problème très sérieux généralement, surtout sur la gestion du carburant, surtout la gestion des devises, la production. Il y a un problème, un problème visible. Il y a aussi le trop d'impôts qui tue l'impôt. Oui. Alors, ce que je pourrais proposer est que d'abord, qu'il y ait vraiment diminution des dépenses courantes, c'est-à-dire des dépenses de fonctionnement. Il faut que ces dépenses soient diminuées parce que si on regarde le rapport de la Cour des comptes de
l'exécution de la loi de 2023-2024, on voit que les dépenses du budget général modifié ont été exécutées à 85,48%. Mais dans ces 85%, il y a eu les dépenses courantes ont été exécutées à 101,36, alors que avec un dépassement justement de 1,36%, et exécution de dépenses d'investissement à 67,94. Vous entendez qu'il y a eu des équilibres au niveau de l'exécution où on a exécuté les dépenses courantes à plus de 100%, alors que les dépenses d'investissement ont été réalisées à moins de 70%. Alors, je pourrais inviter les gouvernants de diminuer les dépenses publiques, comme mon confrère vient de le dire. Et encore plus, il faut prioriser le budget par rapport aux problèmes du moment. On peut, pour le moment, grignoter une part du budget quelque part pour faire face à son manque criant du carburant, par exemple. On peut grignoter le carburant, le budget, d'une part pour faire face à ce problème répétitif du courant électrique, par exemple. Il y a vraiment des problèmes qui, pour le moment, dérangent la population burundaise, surtout son manque de carburant qui devrait vraiment faciliter la transaction qui sont dans les différents coins du pays. Vous voyez également qu'il y a un problème vraiment boisson de la Brarudi. Alors que, vous savez bien, la contribution au niveau du fisc de la consommation de ces boissons à l'échelle nationale. On constate que les recettes diminueront par rapport à son manque de produits sensibles du pays. Alors, qu'on fasse le tout possible pour trouver la réponse au manque du carburant. Merci beaucoup. Que nos autorités qui vous entendent vont aussi mettre en application l'austérité pour qu'il y ait un léger mieux. Parsem, Désiré Ndaïchimié, coordinateur des projets du programme. Parsem ne cesse de dénoncer, Parsem ne cesse de lancer un appel. On s'achemine vers la révision budgétaire 2025-2026. Qu'est-ce qui devrait être changé pour qu'il y ait un léger mieux? Merci. Moi, je demanderais que la révision budgétaire qui va se faire ce décembre prochain soit une occasion de privilégier l'investissement par rapport aux fonctionnaires. Il faut que le budget soit reformulé comme une solution aux problèmes qui se vivent dans le pays. Il faut que ce soit, comme Nathalie vient de le mentionner, une solution à cette pénurie de carburant qui gêne l'économie nationale. Pour faire face à ce problème de devises, nous devrons exporter. Il faut aussi que, pour que aussi la production soit agrandie en vue de faire face à ce problème d'inflation. Voilà, c'est sur ces appels et contributions que se referme cette émission. Merci à nos invités. Désiré Ndaïchimié, coordinateur des projets et du programme à la parole et action pour le réveil des consciences et évolution des mentalités Parsem. Merci d'être venu dans Mosaïque. Merci. On salue également la participation d'Anatole Iradukunda, ex-magistrat à la Cour des comptes. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Nous étions aussi avec Jean-Claude Nzigamassabo, avocat et consultant en matière de la bonne gouvernance fiscale. Merci à vous aussi d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir suivis.
bonne suite de nos programmes. Mosaïque. Mosaïque.